Écoutez, sur ce, on a peut-être un vent de force 5 qui se dessine avec la rétroaction par les pairs. Passons à notre panel de clôture, mais ce n'est pas un panel de clôture, c'est vraiment un panel d'ouverture parce que ça ouvre sur un nouveau projet. Hein. Et cette fois-ci, on termine notre colloque en disant conjuguer participation et évaluation, mais innovons en matière de rétroaction par les pairs. On se dessine vers une belle action collective et toute l'idée de ce panel-ci, c'est de voir comment est-ce que le CETREC a pris la balle au bon, est allé au MEI. D'ailleurs, ça devrait être annoncé. Linda, je ne sais pas si ça a été annoncé hier ou si ça l'est aujourd'hui, mais que le MEI retient ce projet-là. Oui, ça devrait être aujourd'hui, ce qu'on m'avait dit. Alors, ça devrait être fait. Parfait. Alors, voyez-vous, on gagne déjà du temps. On est déjà en train de faire du co-design entre nous le jour même où c'est annoncé. Okay. On savait un petit peu d'avance. Alors, écoutez, pour le panel, on a plusieurs personnes qui vont intervenir. D'abord, ça va être Linda qui va nous parler du projet. Hein? Alors, on a aussi, par la suite, on accueille Sébastien Tardy. Bonjour, M. Tardy, qui est DG au Centre de services scolaires des Laurentides, avant qu'il était au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord et qui avait été à l'origine d'un autre projet qui portait sur le profil de sortie, dont Christelle nous a parlé un tout petit peu là, lors de l'Assemblée. Et Christelle est vraiment celle là, qui pilote là, du point de vue des chercheurs, là, autant une équipe de l'UQO que des chercheurs du Périscope dans tous les chantiers qui existent. C'est elle qui pilote le tout et qui voit la fin du processus. Là. Alors, ça va être intéressant d'aller à Christelle sur son expérience de comment tout ça, ça allait évoluer. Mais ce que je vous mets de l'avant, c'est une proposition où, dans un premier temps, on essaierait de faire de la rétroaction par les pairs à l'automne avec un minimum de formation possible parce que les enseignants des enseignants, puis on le sait avec la FSE, CSQ, les enseignants n'auront pas de temps pour faire beaucoup de formation, ni faire beaucoup de formation d'élèves, mais on pense qu'on peut créer quelques documents qui aideraient le processus, essayer le plus possible. Hein, la métaphore que j'ai en tête, c'est une espèce de losange. C'est-à-dire, dans un premier temps, comme recherche participative, d'inviter des gens qui veulent participer au processus de rétroaction par les pairs, de cueillir à ce moment-là un questionnement. Autrement dit, au lieu de partir avec un petit groupe, de problématiser de manière partagée, comme vous le disiez, Georges-Louis Baron. Hein? Alors ici, nous, c'est vrai, on dit co-design, c'est-à-dire de partir d'un questionnement. Et c'est vrai que ce n'est pas le même questionnement. Si c'est un questionnement de chercheur ou c'est un questionnement de praticien, c'est-à-dire c'est la synergie, la syzygie qui émerge, hein? Comme un banjo et une guitare, le nouveau son qui est produit lorsque les deux ensemble problématisent, qu'on puisse à l'automne cueillir ça pour voir après ces questionnements-là, comment est-ce qu'on peut les tourner, qu'on peut documenter dans un centre de services scolaires qui va être le centre de services scolaires des Laurentides, avec une bonne équipe de recherche et les praticiens qui vont vouloir aussi continuer le co-design plus au niveau de l'action à ce moment-là, et afin de voir là, qu'est-ce qui pourrait en résulter si on arrive à systématiser une étude. Donc, ce serait une autre façon de faire de la recherche participative. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je pense qu'on a une belle opportunité. Alors, essayons de déplier ça un petit peu là, dans les prochaines 50 minutes. Alors, sur ce, je donnerai la parole à Linda d'abord là, pour nous présenter ce projet que vous avez osé présenter au MEI et qui a été retenu. Alors, merci de nous offrir cette opportunité. Alors, c'est un projet qui a été présenté dans le cadre d'un appel de projet qui avait été lancé là, en juin dernier, et puis dont le dépôt était prévu en septembre, puis les nouvelles sont entrées là, plus autour de février. Alors, le projet, c'est la rétroaction constructive des pairs pour une évaluation formative des apprentissages revisités et enrichis. Alors, un grand titre. Mais on est parti avec le contexte qui était le nôtre à ce moment, puis aussi une préoccupation marquée pour l'évaluation, parce que l'évaluation, c'est présent dans le parcours de vie, ça nous suit partout, hein, ça teinte le quotidien. C'est parfois un levier au changement, mais c'est aussi parfois un frein à ceux-ci, et ça fait sûrement de façon continue l'objet de critiques. On le voit dans les médias, bon, ça revient constamment. La COVID-19, on sait que ça avait ramené des inquiétudes, ça a ravivé, quant aux inégalités et au tri social, que l'évaluation elle-même pouvait contribuer à accentuer. Alors, plusieurs étaient d'avis que le rapport à l'évaluation mérite d'être vu.
Puis on l'a entendu dans les propos de ce matin, puis le rapport du Conseil supérieur de l'éducation, le REBE, là, sur les besoins, en avait fait mention aussi. Quand on dit ça, ben, ça fait parfois un peu théorique, mais afin de l'actualiser dans sa finalité de soutien à l'apprentissage, il reste quand même des conditions essentielles là, à l'inclusion, mais même au plan de la société. Et la préoccupation marquée pour l'évaluation, ben, on la vit aussi même dans le milieu de travail parce que étant dans un centre de transfert, ben, on est aussi de transfert puis d'innovation, on est aussi l'objet d'évaluation aux 3 ans, ça revient. Puis c'est pas toujours des formes adaptées à nous. Fait qu'on, dans le fond, on dit que c'est un carcan qui se perpétue. Dans le contexte, il y avait aussi une rareté de main-d'œuvre. Alors, comme il y avait des échanges avec Periscope sur le tutorat par les pairs, ben, ça nous amenait à considérer que c'était une forme justement qui pouvait être en soutien aux apprentissages, puis peut-être sur laquelle miser davantage. Mais dans le cadre du tutorat par les pairs, on se disait bien, sûrement que la stimulation d'une rétroaction constructive, que ce soit en temps réel ou en différé, en présence ou encore à distance, pourrait aider à limiter les répercussions négatives de la COVID sur les apprentissages, mais aussi à faire évoluer les démarches évaluatives. On a entendu des expériences ce matin à ce propos. Alors, aussi, dans un monde où les possibilités d'interaction se multiplient pour les jeunes, mais aussi les adultes, on dit qu'une rétroaction efficace, c'est sûrement une avenue à mieux maîtriser pour tous. Sûrement que même les réseaux sociaux s'en porteraient mieux, en tout cas, ce qu'on pourrait avoir comme échange, si on allait développer davantage une rétroaction de qualité. Alors, le projet, dans le fond, les objectifs qu'on vise, c'est justement de préciser les conditions d'une rétroaction constructive, donc de qualité, que ce soit en temps réel, en différé, dans de différents contextes, en présence, en ligne, dans le cadre d'un entraînement au tutorat entre pairs, au primaire et au secondaire, de cerner la part sur les apprentissages, les liens sociaux, puis la façon de percevoir l'évaluation aussi. Puis l'idée, c'est de proposer des avenues inexplorées. On a été bien nourris ce matin, mais c'est comment aussi on peut, au sein d'un centre de service, quand même trouver des alliés puis constituer une masse critique qui ferait qu'une fois le projet terminé, bien, il y a quand même un souci de pérennité, que le tout puisse continuer d'être réinvesti, puis même gagner d'autres adeptes et continuer là, d'être utilisé ou de servir aussi en soutien aux apprentissages. Alors, c'est vraiment dans une perspective là, qui est pédagogique, dans le fond, mieux connaître la rétroaction, c'est quoi, mais comment la compréhension de ce qu'est, mais comment la faire aussi de façon constructive. Fait que ça, c'est une perspective qui est vraiment une préoccupation marquée dans le cadre du projet. Aussi, les liens sociaux qui se créent, là, comment aussi ça peut contribuer à la formation quand même d'un citoyen critique. Puis, sur le plan scientifique, l'importance de soutenir dans la compréhension, la formation, la préparation des élèves, mais aussi documenter cette avenue de rétroaction constructive. Alors, dans le cadre du projet, c'est sûr qu'en tant que avec une préoccupation pour l'innovation, c'est vraiment là, explorer de nouvelles avenues. Puis, on vise quand même à ce qu'il y ait une évolution dans la perception de l'évaluation, peut-être à plus long terme, mais d'aller chercher la masse critique. Alors, c'est un premier contact collectif avec les milieux. J'ai déjà eu des échanges dans la préparation du projet avant le dépôt, mais depuis l'acceptation, parce que le projet va démarrer là, prochainement, donc ça va être plus une préparation en vue d'un départ là, plus à l'automne. Alors, comment on profiter de tout ce qui a été mentionné, de tous les panélistes qui voudront bien accepter de partager sur la base des propos tenus ce matin, des expériences déjà menées, mais aussi des idées que ça peut susciter. Alors, comme partenaire, bien, c'est sûr que Periscope, le Centre de services scolaires des Laurentides, la Fondation Lucie-André Chagnon, la Fédération des comités de parents et des syndicats de l'enseignement et des centres de services scolaires ont été aussi en appui au projet. Alors, justement, pour profiter de la présence de Sébastien, alors avec qui on a déjà eu un autre projet dans une autre vie, alors qu'il était directeur général adjoint dans un autre centre de service, je sais qu'il y a déjà une expérience de tutorat qui a été faite dans votre milieu, aussi des expériences sur la rétroaction. Alors, avec le projet qui va débuter, ce serait bien de vous entendre quelles sont les opportunités que vous voyez dans votre milieu, comment ça pourrait être utile, cette finalité de soutien aux apprentissages. Alors, comment vous envisagez le tout?
Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, nous, effectivement, on dit souvent que la créativité naît de la nécessité. Puis avec la pandémie, il y a des élèves qui ont été touchés franchement plus que d'autres. Il y a des classes qui ont fermé plus souvent qu'à leur tour, etc. Donc, on s'était lancé l'année dernière dans un projet de tutorat par les pairs. Tutorat qui a pris plusieurs formes. Parfois, c'est un élève avec un tuteur et un tutoré, si vous voulez, un tuteur avec 4-5 tutorés. Et parfois, l'élève assistait à un tuteur adulte. Dans tous les cas, ça a été très, très bénéfique. C'était bon pour les tuteurs autant que pour les tutorés. Alors, on a pu documenter ça un peu. Cette année, on voulait vraiment protéger le temps d'enseignement plus que jamais. C'est toujours important de protéger le temps d'enseignement, mais plus que jamais, c'est important. Puis, une des choses qu'on a constatées, c'est qu'on consacrait beaucoup, beaucoup de temps à l'évaluation. Quelqu'un l'a mentionné un peu plus tôt, ça fait partie de notre culture. On aime se mesurer, on aime faire des bilans. Cependant, ce n'est pas toujours à valeur ajoutée. Alors, pour que ça soit positif, l'évaluation, la première chose, ça doit servir à réajuster l'enseignement, d'une première part, puis aussi, ça devrait renseigner l'élève sur ce qu'il y a à améliorer, puis surtout des pistes pour y arriver. Mais trop souvent, on passe beaucoup, beaucoup de temps à évaluer les élèves, puis il n'y a pas beaucoup de retombées en termes de rétroaction. On met une note. Puis si on met un 75 j'aimerais m'améliorer, mais qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? On ne le sait pas trop. Alors, le parent aussi qui reçoit 75 mais il va dire à son enfant, mais écoute plus fort, sois plus attentif, mais au-delà de ça, ce n'est pas tellement précis. Alors, on pense qu'avec une rétroaction beaucoup plus précise et détaillée, ça renseignait davantage les élèves et leurs parents sur ce qui doit être amélioré et comment le faire. Puis à ce moment-là, le temps investi, c'est beaucoup plus porteur, puis c'est plus encourageant pour les élèves aussi. Alors, on sait déjà que la rétroaction, c'est documenté. Maintenant, le pas de plus qu'on peut faire à ce niveau-là, puis on travaille déjà avec nos enseignants qui sont très sensibilisés à la rétroaction, mais le pas de plus qu'on souhaite faire, c'est de se lancer dans la rétroaction par les pairs aussi. Parce que pour donner une rétroaction, il faut connaître les critères, il faut connaître le processus soi-même. Donc, ça l'aide à approfondir. Puis en même temps, dans le fond, c'est adressé dans un langage que d'un jeune à jeune, ils vont bien se comprendre. Alors, le parallèle que je pourrais faire, c'est on pourrait faire un entraînement d'équipe de hockey ou d'équipe de n'importe quelle équipe sportive. S'il y avait seulement l'entraîneur qui donnait de la rétroaction puis envoyait la rondelle ou le ballon de soccer à un joueur 1-1, ça ne sera pas très productif. Mais si les joueurs s'échangent la balle entre eux, se font des passes, etc., mais je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Alors, c'est un peu le pari qu'on fait. Puis, on a un historique, effectivement, de confiance et de relation avec le CETREC et le réseau Périscope. Alors, c'était sécurisant pour nous de se lancer dans un projet-là puis pouvoir bénéficier d'un accompagnement qu'on connaît puis qui va très bien puis qui a un historique de succès aussi, là. C'est un peu, on peut presque se poser la question, est-ce que dans un premier temps, on n'aurait pas lieu là, de se distinguer la rétroaction de l'évaluation? C'est-à-dire, je vous entends très bien, Sébastien, parce que vous parlez des critères. J'entends les gens qui sont en mesure d'évaluation ici. Là, je pense à Anne-Michel, je pense à Nicole. Alors, elles vont réagir tout à l'heure. Alors, est-ce que, une hypothèse que je mettrais sur la table, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord essayer de distinguer les deux? Parce que souvent, dans la littérature, on voit ça, distinguons les deux. Quand est-ce que ça sert à l'évaluation, puis quand est-ce que ça sert strictement à l'apprentissage? Donc là, on revient à notre thématique de base, c'est comment on conjugue participation, parce que quand l'élève fait de la rétroaction, c'est de la participation, et aussi l'évaluation. Quand est-ce qu'on les met ensemble ou pas? Alors, puis peut-être que le pari qu'on peut faire, c'est qu'à moyen terme, un contribue à l'autre. La rétroaction pourrait contribuer certainement à l'évaluation à moyen terme, là. Oui, effectivement. développer l'habilité, puis aussi, ensuite, y apporter du contenu aussi à l'évaluation, dans ce sens-là. Tout à fait. Ouais, j'aimerais ça qu'on aille à Christelle maintenant. Christelle et Anne-Michel et Nicole, préparez-vous parce qu'elle va avoir une première ronde de réaction. Puis ensuite, on va aller à deux personnes du projet écran. Alors, Sophie puis Mélanie, qui, elles, sont déjà dans l'évaluation par les pairs. Le volet rétroaction par les pairs est déjà actif. Alors,
entendons d'abord Christelle. Christelle, entre le projet que tu termines dans un centre de service scolaire, puis ce qu'on commence à être en train de discuter, là, c'est-à-dire la problématisation partagée. Merci, merci, Georges-Louis. C'est bien d'avoir un terme français. Alors, on t'écoute un peu, Christelle. En fait, moi, justement, c'est ce que j'allais amener, Thérèse, c'était l'idée que de réduire la rétroaction à l'évaluation, ça nous faisait passer à côté de beaucoup de choses parce que moi, je vois dans ce contexte de rétroaction par les pairs vraiment un contexte de développement pour les élèves. Puis je voyais vraiment des beaux liens avec toutes les compétences qu'on travaille dans le profil de sortie. Ce contexte de rétroaction par les pairs, c'est un contexte dans lequel les jeunes, ils apprennent à communiquer, donc à développer ces habiletés-là. Ils sont obligés de développer des compétences en lien avec le vivre ensemble. Ils doivent apprendre à s'adapter à l'autre, s'adapter aux consignes, aux contraintes, etc. Ils doivent apprendre à développer une pensée critique. Quels éléments je vais mettre en avant? Comment est-ce que je vais amener en fait les choses pour aider en fait mon collègue, mon partenaire à aller plus loin? Comment moi aussi ça m'aide à aller plus loin? Ça joue aussi, ça met aussi en jeu la prise de décision parce qu'il y a des éléments, des moments où on doit agir, d'autres où on doit plus se mettre en retrait, etc. Donc, je voyais en fait vraiment des beaux liens par rapport à ça en termes de contexte de développement pour les jeunes en fait. Parce qu'on va beaucoup voir en fait la rétroaction qui est utilisée comme une manière d'évaluer. Mais si on la voit dans une vision beaucoup plus large, en fait, on va voir en fait à quel point ça aide les jeunes à se développer, en fait, à aller plus loin, à reprendre du pouvoir. Puis c'est là, en fait, où je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu pour les enseignants parce que, effectivement, ce matin, quelqu'un a dit il faut faire attention, est-ce que tous les élèves vont donner des rétroactions de qualité pour que ça puisse servir? Ben, c'est qu'en fait, apprendre à rétroagir, à faire ces rétroactions-là, c'est pas quelque chose de spontané. Il va falloir en fait modéliser, accompagner, développer. Donc, ça va être de ce point de vue-là, en fait, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux sur le terrain parce qu'il y a déjà des enseignants qui ont du mal à donner de la rétroaction. Donc, à former des jeunes à rétroagir, ça va être vraiment un enjeu clé. Mais entre les deux projets, le profil de sortie, puis ce projet-là, je vois vraiment beaucoup de liens sur le développement du citoyen, en fait. Pas du citoyen en devenir, hein, parce que pour moi, les enfants, ils sont citoyens dès qu'ils naissent. Donc, vraiment, en fait, de mettre en application ces compétences citoyennes. Ce serait ma réaction à chaud, là, comme ça. Si vous me permettez, apprendre à discriminer la rétroaction, puis avoir un esprit critique par rapport à ça, c'est un apprentissage en soi aussi. Exactement, oui. Tout à fait. Et Sébastien, ce matin, on a démarré avec une entrevue avec une chercheure qui est une nouvelle chaire sur le développement durable. Et on était justement là sur la formation du citoyen, qui est la grande finalité du réseau Périscope, finalement. Et c'est en ce sens-là aussi que ça nous parlait beaucoup lorsqu'il était question du profil de sortie et des capacités ou des compétences que vous vouliez qu'ils soient un peu définies, observées et éventuellement évaluées aussi. Hein? La ligne est fine entre les deux. Alors, ça nous situe bien là, dans tout ce contexte. Nicole, une première réaction et ensuite Anne-Michel? Oui, ça va me faire du bien. Non, mais en fait, je veux juste revenir sur quelque chose qui est hyper important, puis sur lequel il va falloir qu'on débatte, qu'on discute justement dans une démocratie, comme on le disait M. Baron tantôt. La politique d'évaluation des apprentissages, elle est très claire. C'est-à-dire que l'évaluation des apprentissages est avant tout une aide à l'apprentissage. Donc, il y a beaucoup, en fait, ce que j'entends quand vous me dites on va séparer l'apprentissage de l'évaluation, moi, ce que j'entends, c'est l'évaluation, vous la voyez comme quelque chose qui sanctionne. Okay. Et si on regarde la politique d'évaluation des apprentissages, ce n'est pas une sanction, c'est une aide à l'apprentissage qui permet de réguler à la fois les stratégies que l'élève est en train d'utiliser et à la fois peut-être les stratégies d'enseignement ou les activités qui ont été mises en place par l'enseignant. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut déconstruire. Et du moment qu'on va continuer de réfléchir apprentissage d'un côté, évaluation de l'autre, on n'arrivera jamais à quelque part à modifier l'évaluation. Parce qu'on va toujours arriver il faut conjuguer, hein? Oui, c'est ça. On va toujours arriver à la fin de l'activité et dire « il faut que j'évalue ». Alors que je pense qu'on a plusieurs enseignants ici qui sont présents avec nous. Quand on réfléchit à une activité d'apprentissage, qu'on rentre dans une classe, que nos élèves sont en activité, qu'est-ce qu'on fait comme enseignant? On prend le pouls, on questionne, on regarde si les élèves comprennent, on réoriente l'élève, on lui redonne de l'information. On fait de l'évaluation.
Alors, l'idée maintenant, c'est de dire comment tous ces petits gestes, et entre autres la rétroaction par les pairs, donc le moment où les élèves rétroagissent entre eux, comment ces éléments-là qui font partie de l'évaluation, on est capable d'aller les saisir pour utiliser ces éléments-là pour rendre compte de la progression de l'élève, plutôt que d'arriver avec une semaine d'examen pour pouvoir mettre une note au bilan. Donc, la réflexion, elle doit se faire là, bien plus que de se dire, on va réfléchir à la rétroaction, puis après ça, on mettra l'évaluation dessus. Parce que la rétroaction, c'est un concept central de l'évaluation formative. En fait, c'est le concept central. Donc, on ne peut pas dire rétroaction, ce n'est pas de l'évaluation. C'est de l'évaluation et ça permet à l'élève de réguler ses stratégies. Et c'est la même chose tout à l'heure, quelqu'un, j'entendais, il disait, ben, comment je réfléchis, comment je vois ça, comment. On appelle ça de la métacognition. Ben, de la métacognition, c'est ce qu'on appelle de l'auto-évaluation. Donc, tout est dans tout, quelque part. Donc, à mon avis, si on pourra en débattre et en discuter longtemps, mais je crois qu'il faut bien définir le concept d'évaluation, revenir sur les bases de ce qu'est l'évaluation des apprentissages en dehors de la sanction des apprentissages. Donc, bien définir cette fonction de l'évaluation, puis on pourra après réfléchir aux démarches qui sont intéressantes pour la rétroaction des élèves. Tu veux en rajouter un peu, Anne-Michel? Ça allait dans le même sens. En fait, je voulais soulever le fait qu'on se questionne sur la rétroaction, sur l'évaluation, mais la finalité de l'évaluation en soutien aux apprentissages, c'est quoi? Mais c'est la régulation. La régulation des apprentissages. Pour amener l'élève à réguler, à ajuster ses apprentissages, un des moyens qu'on a, c'est de lui donner de la rétroaction. Donc, cette rétroaction-là, elle peut venir de l'enseignant, elle peut venir de ses pairs, mais idéalement, c'est ça, si on veut amener l'élève à ajuster ses apprentissages, on doit l'accompagner, le soutenir, en lui offrant de la rétroaction. Donc, c'est très difficile, à mon sens également, ma lunette mesure-évaluation, de dissocier les deux. Les deux sont étroitement liés quand on voit l'évaluation en soutien aux apprentissages, bien entendu. Puis, on peut se questionner sur une évaluation plus de nature certificative aussi. Est-ce que ça annule la pertinence de donner de la rétroaction ou on pourrait amener même le questionnement plus large, là. Ça, c'était le premier volet. Sinon, j'ai bien aimé les propos là, qui étaient mentionnés. Ça fait quelques interventions qui ont été faites précédemment, mais il y avait aussi un aspect sur le quoi. Quand on parle d'évaluation par les pairs, je trouve intéressant, il y avait tout le côté dans la réponse, je pense que c'est Christelle, pardon, là, si je ne m'abuse, qui parlait avant, qui parlait du côté un peu développement social. Quand on donne le côté rétroaction par les pairs, à mon sens, on devrait se questionner sur non seulement est-ce que notre rétroaction doit porter sur une discipline, sur un contenu disciplinaire, par exemple le français, les maths, les sciences, ou encore, puis là, est-ce qu'on aborde plus les compétences transversales ou est-ce qu'on parle de compétences du 21e siècle comme on veut, on voudra les appeler, ces compétences-là, mais plus de nature, disons, sociale, plus de nature de compétences agir avec méthode, utiliser la technique. Il y a plusieurs appellations, mais des compétences plus larges qu'on pourrait développer également grâce à la rétroaction par les pairs ou qui pourraient amener l'élève, soit l'évaluer, l'évaluateur à développer. Je pense que de part et d'autre, là, on pourrait développer ces compétences-là également, puis on n'a pas nécessairement besoin de choisir entre les disciplinaires et les transversales. On peut faire, ça peut être un effet finalement que les compétences transversales, si on les appelle ainsi, là, se développent positivement grâce à ça. Puis la réussite, tantôt on en parlait également, une des visées de l'évaluation, puis de la régulation, c'est d'amener les élèves vers la réussite. Comment on définit cette réussite-là? Je pense que c'est d'intégrer un maximum de ces compétences-là, de quelque nature qu'elles soient finalement. Oui, Sébastien, vous voulez réagir? Oui, bien, effectivement, moi, je suis bien d'accord. Le texte de la politique des apprentissages est très clair. Les intentions sont bien connues. Sauf qu'il y a un écart entre ce qui est écrit, puis ce qui est vécu sur le terrain, puis ce qui est véhiculé dans les médias, puis les attentes des parents. Alors, ce qu'on aura à réfléchir aussi, c'est comment conjuguer tout ça pour rétrécir cet écart-là. Effectivement, quand on regarde les échelles de niveau de compétences, ça allait un peu dans cette visée-là de donner de la rétroaction plus précise pour aider à l'apprentissage. Bon, on sait les reculs que ça a connus, mais ça va falloir travailler sur l'élément de culture, comment changer les attentes, comment faire évoluer les attentes des élèves eux-mêmes, de leurs parents, des enseignants, etc. C'est profond, mais il faudra s'y attarder.
Donc, on va travailler pour une meilleure compréhension de la politique de l'évaluation des apprentissages. Peut-être qu'elle devrait être revue aussi, actualisée. Ce serait peut-être une occasion aussi, peut-être qu'elle ne sortirait pas tant de nouveau, qu'on reviendrait à la même chose, mais des fois, de rebrasser, ça peut ça peut donner l'occasion d'aller vers autre chose également. Ouais. À cet effet-là, je m'excuse, juste une petite anecdote, si je peux me permettre. J'ai fait l'exercice avec mes étudiants de bac de revoir chacune des orientations de la politique d'évaluation des apprentissages, de leur demander est-ce qu'on devrait le conserver ou pas. Puis la plupart, on a jugé qu'il était encore actuel, des orientations qui étaient peu appliquées également. On avait juste besoin de moyens davantage dans les milieux, soit de formation, d'accompagnement ou d'être plus soutenu, d'avoir un changement de culture là, pour ces orientations. Mais c'est une super question, à mon sens, aussi à se poser. Oui. Mais avec ce qui a été utilisé par M. Baron, qui disait c'est la vague qui se bute au rocher, avec l'évaluation, moi j'ai toujours dit ça passe ou ça casse, mais ça a cassé souvent. Puis on le reprend parce que ça nous rattrape toujours dans le détour, mais c'est un gros défi. Alors, c'est pas sûr que c'est avec le projet qu'on va régler tout ça, mais si on peut faire un pas de plus, ça sera déjà ça. Tout à fait, tout à fait. Si on va voir du côté du projet écran, où là, justement, le ministère nous dit, bien, si on utilise le numérique à des fins d'évaluation des apprentissages, ça va être quoi les inéquités qui vont se produire parce qu'il faut respecter la politique d'évaluation des apprentissages. Si on revient dans cette logique, Sophie, Mélanie, comment vous négociez ça? Participation, évaluation, apprentissage? Ben, en tout cas, de mon point de vue, j'ai beaucoup aimé comment Nicole l'a présenté tout à l'heure, l'évaluation, la rétroaction imbriquée à l'évaluation, parce que pour porter une rétroaction, il faut nécessairement faire un jugement. Donc, automatiquement, c'en est inclus. Moi, j'avais envie de vous amener sur c'est peut-être une réflexion primaire, mais quand même qui s'avère essentielle. Dans la relation de rétroaction, dans le cadre du projet écran, on était amené à réfléchir aux deux personnes, en fait, qui sont impliquées. Donc, celui qui rétroagit et celui qui reçoit la rétroaction. Parce que des fois, on a tendance à s'intéresser surtout à celui qui la reçoit. Or, celui qui rétroagit est aussi à considérer. Puis, pour les deux apprenants, donc les deux types d'apprenants, parce que tout le monde on est apprenant, mais pour les deux, il y a le côté cœur, donc Anne-Michel mentionnait tout à l'heure, avec l'aspect aussi même motivationnel qui peut faire partie là, de l'équation. Donc, c'est motivant de donner une rétroaction, mais que c'est aussi motivant de recevoir une parce que tu peux avoir plus envie comme elle est très ciblée, très particulière, de la réinvestir. Et ça, c'est vrai donc pour les deux. Puis, il y a un volet un peu plus compétences, manifestation de la compétence, réutilisation. Et là-dessus, il y a un élément qu'à un moment donné, un élève nous a mentionné dans une rencontre. Il dit, moi, là, de lire les textes des autres, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, pourtant, c'est lui qui offrait des rétroactions généralement. Donc, c'est un élève qui est en bonne capacité d'apprentissage et lui, ça l'aide. Donc, comme quoi, même offrir la rétroaction va aussi l'aider à enrichir sa propre production. Dans ce cas-ci, c'était une production écrite. Et je pense que c'est cet angle-là que les enseignantes voudraient un peu explorer. Donc, ce n'est pas tout de recevoir une rétroaction, c'est qu'est-ce que j'en fais avec. Donc, comment va se manifester même mon agentivité. Donc, comment je vais percevoir, comprendre la rétroaction, mais aussi la réutiliser et avoir la volonté de la réutiliser. Parce que des fois, je vais l'accepter, je vais la recevoir, mais je n'ai pas le goût de modifier pour d'autres raisons. Donc, il y a ce volet-là de réinvestissement de la rétroaction. Puis ça, des fois, quand la rétroaction elle est ciblée, ce n'est pas nécessairement un gage de succès pour la réutilisation. Donc, ce n'est pas parce que je te dis, corrige ton pluriel dans tel groupe du nom, ce qui était en l'occurrence nos activités dans le cadre du projet écran dans la rétroaction. Ce ne sont pas nécessairement les rétroactions où il y avait le plus de réinvestissement. On n'a pas fait d'analyse approfondie, mais quand on disait tout à l'heure que c'était un angle qu'on voulait aller voir quel type de rétroaction amenait aussi à ce réinvestissement-là en écriture, c'est ce qui, je pense, pourrait apporter, en tout cas, une petite piste de réponse. Petite réaction, Sébastien? Bien, effectivement, après ça, les outils sont là, mais le passage à l'action, c'est autre chose. Mais au moins, si on sait dans quelle direction s'engager, c'est moins décourageant que d'avoir
c'est pas une garantie, mais au moins, on sait dans quel sens on veut aller. Mais après ça, ben, il reste le pas à faire. Linda? Ben, je pense que c'est ça, le défi, c'est dans le passage à l'action. Et comment, avec le projet, on peut y arriver. Puis moi, j'ai une question aussi pour Sébastien, parce que j'ai quand même une préoccupation pour comme développer quand même un noyau critique. Alors, comment vous voyez ça à l'intérieur de votre centre de service pour qu'il y ait que des adeptes, en fait, qu'on soit populaire, là, qu'il y ait des acteurs qui se prêtent au projet, mais qui aient le goût aussi d'en gagner d'autres, le cœur des autres. Oui, dans notre centre de service, je crois, on est tous allés dans des congrès quelque part à un moment donné, puis on est revenu avec des belles intentions, puis quand on aura du temps disponible, on va revenir à ça, puis on met ça sur le coin de notre bureau, finalement, ça va sur le coin de la filière. Moi, je crois beaucoup en les formations où il y a une masse critique de personnes qui y assistent, puisque je trouve que pour passer à l'action après, c'est beaucoup plus gagnant, surtout quand les directions participent aux formations, quand il y a une masse importante d'enseignants qui y participent. Alors, chez nous, on travaille beaucoup sur l'enseignement efficace. Alors, on a près de la moitié de l'ensemble de nos enseignants qui sont déjà formés en enseignement efficace, puis on continue. Évidemment, ça n'empêche pas des besoins ponctuels précis pour un autre enseignant, ce que je viens de dire. Mais alors, les enseignants travaillent déjà sur la rétroaction. Alors, ça sera assez facile de trouver des volontaires pour faire le pas de plus vers la rétroaction par les pairs. Est-ce qu'on pourrait penser tous les volontaires possibles? C'est-à-dire partir le plus possible avec le plus grand nombre, c'est de l'avoir dès cet automne. Peut-être que l'équipe de recherche pourra faire un sondage autour de ça. Enfin, voici Nicole. Et ensuite, on va aller à Mélanie. Oui, je trouve ça intéressant parce que comment on va s'y prendre. Et puis moi, je pense que j'aimerais revenir au propos de M. Baron qui expliquait que une des avenues était vraiment la recherche participative parce que je pense que nos enseignants, vos enseignants, vous l'avez dit, font déjà de la rétroaction. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver avec une formation qui est déjà structurante et structurée, mais vraiment de partir de ce que font les enseignants pour voir comment, à partir de ce qu'ils font, on peut rentabiliser, réutiliser, puis qu'ils peuvent après eux-mêmes utiliser ces informations-là pour pouvoir justement peut-être se dire, tu vois, là, l'examen, j'en ai plus besoin. Parce que finalement, ce que j'ai fait sur ce travail-là, c'est suffisant. Donc, c'est vraiment cet exercice-là je pense, oui, d'arriver avec peut-être une définition ou en tout cas une réflexion sur le concept pour le présenter aux enseignants, mais après vraiment de partir de ce qu'ils font déjà pour réfléchir, qu'est-ce qu'on fait à partir de là pour peut-être réfléchir autrement. Ce qui était gagnant là, dans le passé, on n'a pas eu d'attente. On a mis des conditions gagnantes pour certains projets. On y est allé par volontariat. Puis finalement, ce sont les gens qui ont participé, qui ont convaincu d'autres gens de joindre le mouvement. Alors ça, c'est beaucoup plus gagnant. Puis quand les gens participent en co-construction à un projet, c'est beaucoup plus gagnant aussi au niveau de l'adhésion. Alors, c'est une formule qu'on privilégie. C'était vrai dans le cas du profil de sortie à Rivière-du-Nord. On est dans la même philosophie ici à Des-Laurentides. Mélanie? Difficile de parler après toutes ces belles interventions-là. J'aurais envie de reprendre des propos qui ont été énoncés par Alain. J'essayais de camper ce qu'on a déjà fait du côté d'écran par la rétroaction par les pairs. Alain nous disait aller chercher l'adhésion, devrait aussi passer par les parents. Puis, je crois que le potentiel de rétroaction par les pairs, s'il est jumelé d'abord dans cette perspective de l'activité en elle-même d'offrir une rétroaction et de porter un jugement en elle-même, c'est un apprentissage. Donc, un apprentissage sur quoi? Et dit autrement, quels sont les critères qui vont nous permettre d'atteindre différentes facettes du développement de l'enfant ou encore de l'adolescent? Je pense que ça, c'est des éléments qui sont ressortis. Christelle en a amené d'autres aussi qui me semblent porteurs. Reconnaître que le simple fait d'offrir une rétroaction, c'est une occasion d'apprentissage et qui peut aussi devenir un moment de conversation avec les parents de manière à ce qu'ils comprennent mieux quels sont les objets d'apprentissage dans la classe qui font en sorte que la rétroaction par les pairs, certes, c'est un moment pour
qu'un élève reçoive. Celui qui est évalué reçoive une rétroaction qui sera peut-être plus ou moins pointue, qui sera triangulée par d'autres données que voudra bien utiliser l'enseignant pour offrir justement un jugement qui soit plus clair de où est rendu l'élève, mais qui aussi fait en sorte que la rétroaction par les pairs est une occasion pour l'enseignant de porter un jugement sur son enseignement. Ça, il ne faudrait vraiment pas l'oublier. C'est une des clés de la rétroaction. Puis c'est ce que les conseillers pédagogiques me disaient cette année. Plus on ouvre les occasions où les élèves exercent leur jugement sur leur pairs, mais nous, on prend acte aussi de ce qu'on a mis en place. Puis, il me parlait de la zone d'insécurité. Plus on ouvre ces phases à obtenir de la rétroaction des élèves, parce qu'eux le prennent vraiment comme ça, c'est de la rétroaction que j'obtiens. Ça veut donc dire accepter d'adapter, de peut-être reconnaître que finalement, je pensais que mes cibles d'apprentissage, j'avais mis en place les bonnes conditions pour que mes élèves apprennent, mais je prends acte que la majorité de mes ours n'est pas rendue là. Donc, on va passer un petit peu plus de temps. Donc, on va revenir autrement, on va changer nos manières de faire. Et ça, en soi, ça me semble être le cadeau le plus important que peut nous permettre la rétroaction par les pairs si elle est dans une vision systémique. Moyen de communication auprès des parents, moyen pour l'enseignant de réguler son enseignement. C'est pas la fin ne termine pas à la période 9 de la séquence qui était planifiée comme telle. Ça veut dire donc d'étendre par moment pour tous ou encore par la différenciation pour permettre d'accroître ce que disait Nicole ce matin, que j'ai vraiment aimé, de faire en sorte que la ceinture jaune soit avec des noirs, mais qu'elle ait tout le temps de progresser vers l'orange. Qui veut rebondir là-dessus? Georges-Louis, qu'est-ce que ça vous dit? Avec micro. Non, j'écoute avec intérêt. Je mesure que vous êtes déjà très avancé. Je pense qu'il n'y a pas une seule solution qui va être efficace et que c'est à vous, encore une fois, alors c'est une réponse facile, mais je le pense, c'est à vous, par délibération, de décider ce que vous comptez faire et quelles sont vos priorités. Pour moi, il est clair qu'il y a du potentiel, mais je ne connais pas assez la situation québécoise pour bien apprécier ce que vous faites. Pour ça, il faudrait que je me plonge un peu plus dans vos travaux. Voilà, La journée du 25 mai, Georges-Louis, sera une occasion de pousser un peu plus loin parce que j'invite l'équipe de recherche à y participer. D'ailleurs, Sébastien, vous soyez le bienvenu aussi. C'est l'avant-midi, c'est l'après-midi en France et c'est l'avant-midi pour nous. On va avoir une demi-journée d'études sur la rétroaction par les pairs, justement. Et c'est très certainement que le nouveau projet, il va être au cœur. Linda a déjà ça à son agenda aussi. Oui, vas-y, Georges-Louis. Non, je disais... Non, il y aura des études de cas à cette journée et donc notre objectif, c'est effectivement d'essayer de produire des textes, de les diffuser et peut-être à un moment ou à un autre d'intéresser des gens qui financent. Ce qui en France n'est pas très facile dans la période actuelle. Mais Linda a réussi à intéresser, et Sébastien, ils ont réussi à intéresser le MEI. C'est bien. Veux-tu là-dessus, Linda? Oui, nous, on aura quelqu'un du ministère. Qui est le ministère de l'Économie et de l'Innovation et non le ministère de l'Éducation. C'est quand même bien chouette qu'il se soit prêté à l'aventure, que ça a été retenu parce qu'on aurait pu penser que ce soit lié au ministère de l'Éducation. Oui, Thérèse, tu dis pour conclure? Oh, pas encore. On a encore non, pas encore. Je pensais une dizaine de minutes. On a encore une dizaine de minutes. Ce que je voulais ajouter là, ici, c'est qu'on prépare un tout petit texte là, qui pourrait aller là, dans un blog du ministère de l'Éducation. Alors, via Georges-Louis, là, et qui parle justement de la rétroaction par les pairs, son importance à l'heure actuelle. L'idée étant, il y a ce qu'on va faire via le projet, mais aussi de manière plus générale, les enseignantes et les enseignants ne sont pas loin quand même de nous dire que ça prendrait un petit minimum de formation des élèves. Donc là, la question devient, qu'est-ce qu'on peut mettre au jeu présentement pour juste pas parler d'évaluation, pas parler d'apprentissage, juste parler de rétroaction. Comment on donne une rétroaction? Donc, juste un premier exercice. J'aurais même souhaité, et Sébastien, ça rebondit sur ce qu'on avait dit lors de la rencontre à la fin du colloque ACFAS l'année passée, où on parlait de Tu seras par les pairs, on a fait une démarche, on aurait voulu que le ministère le mentionne plus explicitement. Hein. Tout ce qu'ils nous ont dit, le ministère, c'est que ça ne l'empêche pas, mais ils ne l'ont pas encouragé non plus, notre ministère de l'Éducation, du côté du tutorat par les pairs. Maintenant, où est-ce qu'on est par rapport à ça en ce moment? Avec l'année qu'on vient de passer, on a peut-être réussi à faire un peu mieux que l'an dernier.
c'est à voir. Mais n'empêche que le besoin de rétroaction, il est là. Apprendre à savoir comment en donner. C'est ce à quoi le réseau va s'activer là, dans les 2-3 prochaines semaines, essayer de produire un petit quelque chose. Là. On a un contact avec la Fédération des syndicats de l'enseignement. Peut-être aussi juste parlant de rétroaction, juste partir sur rétroaction, comment on donne une rétroaction. Là, il y a peut-être un petit minimum de formation à offrir. Là. Alors ça, c'est peut-être une première petite voie qu'on peut voir se dessiner. Sur l'automne, de fait, Sébastien, si vous êtes le plus grand nombre possible d'acteurs qui pourraient embarquer en partant, si vous dites que vous avez déjà la moitié de votre personnel, on bâtirait sur le demi-verre qui est plein d'une certaine manière, en disant, on fait un exercice ensemble de faire de la rétroaction, puis dans un premier temps, on va aller chercher juste les perceptions des enseignants en termes de ce que ça donne, pour là commencer à structurer un projet. Je reviens à ma notion de losange, là, c'est-à-dire, si on a pas mal de monde à l'automne, comment est-ce qu'on commence à recueillir, qu'est-ce que ça crée? Mais également à l'intérieur de votre CSS, là, de le faire de manière beaucoup plus systématique, c'est-à-dire le mot systématique, hein, le faire à l'intérieur du système même qui est le CSS. Ouais. Ce qui va être gagnant aussi, c'est de fournir les outils nécessaires aux enseignants, mais qu'eux constatent les bienfaits. Alors, ça va être notre meilleure carte de visite, ça va être les retombées positives qu'eux vont avoir constatées. Oui. Et dans un sondage, il faudrait presque le voir dès décembre prochain qu'il y a des bienfaits. C'est ça qui donnerait l'énergie pour la suite. Là, Anne-Michel et Christelle, tu n'es pas loin de vouloir intervenir aussi. Là, ce que je vois. Vas-y, Oui, Anne-Michel. Ça ajoute à mes réflexions. Je pense que c'est intéressant aussi, préalablement, de connaître quelles sont les pratiques qui sont utilisées par les enseignants pour émettre de la rétroaction. Pour l'évaluation, comment ils conçoivent l'évaluation, est-ce qu'ils utilisent des grilles, par exemple, descriptives, nos enseignants, pour donner de la rétroaction? Est-ce qu'ils vont je sais, dans plusieurs centres de services scolaires, on fonctionne par des cibles, par des défis qui sont très individualisés? Parce que c'est sûr qu'après, il peut y avoir, s'il y a une disparité s'il y a un décalage plutôt entre les pratiques qui sont utilisées d'un point de vue dans le comment transmettre cette rétroaction-là versus ce que l'enseignant fait, versus ce que les élèves vont faire entre eux aussi. Donc, je pense que ça va être intéressant de garder ça en tête, de garder quelles sont les pratiques qui sont mises en place aussi par les enseignants dans la classe. Voilà. Merci. Nicole, est-ce que j'ai loupé la main que tu avais levée ou si je donne la parole tout de suite à Christelle? Non, c'est bon. Tu l'auras après. OK, Christelle. C'est parce que moi, en fait, ce que je vois aussi qui peut être intéressant à les questionner, c'est vraiment les représentations que les enseignants ont des compétences des enfants et des jeunes, en fait. Parce que souvent, c'est un frein pour certaines enseignantes. Moi, je travaille plus avec des tout petits, au préscolaire et puis au début du primaire. Puis des fois, quand on commence à faire travailler les enfants en groupe, il y a cette idée que oui, mais ils ne sont pas capables, ils sont trop petits, ils n'ont pas les compétences. Donc, il y a des fois, souvent, ces représentations-là qui en elles-mêmes sont des freins à donner en fait de l'espace aux enfants. Donc là, je sais que ça va être primaire, secondaire, ils sont plus grands, mais je trouverais ça vraiment intéressant pour après ensuite justement les mettre en lien, puis travailler aussi sur ces représentations-là, parce qu'on sait souvent que tant qu'on n'a pas bougé les représentations, les pratiques ont du mal en fait à suivre derrière. Tout à fait. Nicole? Dernière intervention pour cette première session de co-design? Oui, écoute, mon cerveau bouillonne, donc C'est bon, c'est ce qu'on veut. donc je resterai là pour moi, là, de mon côté. OK. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu dirais là? Comment tu souhaiterais que le projet d'évaluation par les pairs, il va falloir lui donner un nom. Hein? Écran, ça fait tellement pas écran, hein? C'est tellement clair et limpide. Hein? Ça va nous prendre un beau nom de projet éventuellement, là, mais on n'est pas nécessaire de l'avoir tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais que ce projet-là apporte à écran? Bien, c'est certain que les pratiques qui vont être développées, il faut que ce soit partagé. D'ailleurs, c'est un peu, moi, ce que les enseignantes avec qui je travaille là, depuis 2 ans, quand ils ont su qu'il y avait d'autres enseignantes qui travaillaient dans d'autres milieux sur le même sujet, ils ont dit, bien, on aimerait pouvoir communiquer avec elle. Donc, le fait de trop se centrer des fois sur son milieu, c'est limitant. On se sent un petit peu des fois extraterrestre, même si le milieu est plus grand. Mais je pense que l'idée du réseautage, donc de pouvoir collaborer, juste voir s'inspirer avec d'autres milieux, d'autres pratiques
et qui ne soient pas nécessairement du même ordre d'enseignement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à tirer profit aussi de ces rencontres interordres. Peut-être que ce serait un souhait que je pourrais faire, alors, en plus de ce qui a déjà été mentionné, mais ça, je trouve que ça serait vraiment intéressant, l'idée du réseautage. Et la contribution que peut faire École en réseau à l'automne, c'est-à-dire, il y a un volume d'enseignants. Vous avez touché cette année à 250 élèves. Oui, c'est facile à ce moment-là. Oui, École en réseau a déjà l'infrastructure, là, donc c'est très facile en termes d'organisation. Je pense que c'est vraiment plus au niveau de l'intérêt et de trouver des objets. En fait, ce qu'on voit qui fonctionne très bien jusqu'à présent avec les enseignants, ce sont les courtes rencontres sur une thématique très spécifique. Donc, des rencontres de 3 heures, surtout avec les contextes de libération, ça ne marche pas. Donc, des rencontres de 20-30 minutes à différents moments. On dirait que ça ramène aussi sur le dessus de la pile une tâche. On disait, on revient du colloque, on a des bonnes intentions, mais je pense que le fait de ramener ça sur le dessus de la pile à quelques moments, ça peut être même stratégique pour une pérennité, pour une activité qui va être un petit peu plus soutenue. Oui, c'est ça. Pour aller chercher du volume à l'automne, pour attirer l'attention sur la rétroaction par les pairs, au fur et à mesure qu'on va commencer à dessiner par un sondage, peut-être quelques entrevues, comment est-ce que ça va prendre forme là, comme projet de recherche participative, appelons-le collaborative, appelons-le recherche-action collaborative, peu importe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va le structurer à l'intérieur du CSS, là. D'autres interventions? Ou si on va à Linda? Vous avez d'autres suggestions? Christelle? Non, je pense qu'il y a tellement d'idées qui sont brassées, ça va être un projet vraiment passionnant à suivre, oui, vraiment. Ouais. Dans le fond, c'est qu'on souhaite ébranler une fois de plus les colonnes du temple de l'évaluation et que ça devienne comme... Hein? C'est ça, hein? Il y a Isabelle qui veut parler. Allô, Isabelle. Je vais me permettre parce que je suis en plein dans un travail avec un département d'anglais sur la rétroaction par les pairs. Puis, ce qu'on a à déconstruire le plus en ce moment, le gros du travail, c'est comment les élèves, c'est des élèves du secondaire 1 à 5, comment leur représentation de la rétroaction. Oui, le comment on fait, le modéliser avec eux, faire un enseignement explicite, mais aussi comment, au niveau socio-affectif, ils la reçoivent. Puis enlever cette espèce de barrière ou de perception de menace que peut peut-être représenter là, au départ la rétroaction. On a un travail à faire pour le déconstruire, pour qu'ils puissent ensuite valoriser cette rétroaction-là et justement la réinvestir là, dans leurs travaux. Donc, on a eu, nous, à faire des pas de recul dans notre petite communauté à ce niveau-là pour justement permettre aux élèves de voir la rétroaction comme un tremplin, un atout plutôt qu'une menace et d'outiller nos élèves et nos enseignants parce qu'au départ, les outils n'existaient pas. Donc, on a dû réfléchir à des outils simples, efficaces dans le quotidien pour qu'on puisse déployer ça plus d'une fois là, et spontanément dans la pratique de tous les jours. Donc, vraiment quelque chose à déconstruire parce que les enseignants au départ disaient, bien, les élèves, ils n'apprennent pas. Les commentaires, ils ne le prennent pas, ils ne réinvestissent pas. Souvent, il y en a qui sont choqués. Donc, on a dû faire vraiment des pas de recul puis réintroduire et rééduquer nos élèves, surtout ceux du 2e cycle, à l'importance de la rétroaction, puis en quoi ça consiste, mais aussi à quoi ça peut nous servir et c'est quoi sa valeur, en fait. Je veux juste, c'est mon petit apport là, du terrain. Merci, merci. Anne-Michel? Oui, justement, mon premier point était le pourquoi de la rétroaction. Tu sais, dans les écrits scientifiques, généralement, on reconnaît des bénéfices à la rétroaction par les pairs, dont justement l'engagement, ça peut amener les élèves à être plus confiants, ça peut diminuer le stress en lien avec l'évaluation, les commentaires qu'ils vont recevoir par la suite des enseignants. Mais ce qui est intéressant, ce serait d'identifier justement dans quel contexte exactement ça peut diminuer le stress, dans quel contexte est-ce que ça peut l'augmenter aussi. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir ça à cœur. Nous, l'objectif de la rétroaction par les pairs, c'est les côtés favorables qui nous intéressent. C'est pas d'en arriver au côté négatif, mais je pense qu'il y a tout là un beau terrain à exploiter là, pour ne pas en arriver justement à des côtés négatifs, parce que pour certains, malheureusement, mais ça peut en avoir. Merci. Alors, Mélanie et ensuite Sébastien, un dernier mot, un mot de réouverture. Hein?
Et ensuite, on donnera vraiment le mot de la fin à Linda. Alors, Mélanie. Je me permets de reprendre les propos d'Isabelle. Je trouve qu'ils sont fort bien dits, déconstruire. Si on a à déconstruire quelque chose, c'est que probablement qu'on a mal construit quelque chose aussi. Et puis, ça me fait penser à un autre projet qu'on a eu, si Mathieu prenait le contrôle, où on a accompagné des élèves d'adaptation scolaire dans une école primaire pendant presque 7 ans. Et puis, ce qui était fabuleux de voir les élèves, c'était axé encore sur la résolution de problèmes en mathématiques. Et puis, alors que dans la recherche, depuis quand même les années 80, on mentionne un peu les 3 phases importantes dans la résolution de problèmes: appropriation du problème en grand groupe, un temps en individuel ou en équipe de résolution, et la phase super importante de retour en grand groupe sur la comparaison des raisonnements. En parallèle avec ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on travaillait sur les mathématiques, mais on gagnait dans toutes les disciplines sur le statut de l'erreur, la posture de l'élève, sur l'enrichissement à partir des idées des autres. Et moi, quand je pense à ce projet-là de rétroaction par les pairs, je ne peux pas faire autrement que de faire un lien avec ce que peut être en classe, mettre en place des approches participatives où on va faire avancer le savoir à partir des propos des élèves, de leurs idées, et de faire avancer tout ça. Si on se retrouve au secondaire avec des élèves qui ont peur du jugement, c'est aussi parce qu'on a sclérosé un peu cette idée qu'à un instant donné, tu devrais performer, tu devrais bien réussir, et dit autrement, tu ne devrais pas te tromper. Et malheureusement, on le voit, hein, sur les élèves de 15-16 ans, bien, on ne veut pas trop exprimer son point de vue parce qu'on a peur que le point de vue ne soit pas juste. Mais c'est collectivement qu'on a construit cette idée-là de ce qu'est participer à l'école. Et tant que la notion de réussite ne sera pas associée à ce processus dynamique d'expression d'une idée instable à un instant donné qui sera toujours perfectible, on manque le bateau. Et moi, je rêve du moment où le ministre va dire « Oui, on repense l'école et je vais recommencer à la base en vous disant que ma notion de réussite, ce n'est pas avec des résultats chiffrés qui renvoient à cette idée d'application correcte de concept et de processus, mais voici ce que j'entends par pensée critique et résolution de problèmes. » Donc, si notre mini-colloque peut faire en sorte qu'on puisse influencer, ne serait-ce que par un petit papier, ce ministre-là, pour dire collectivement, on est tous pas mal là. Est-ce que ça serait possible d'avoir un message fort, quitte à ce que tu reprennes ta politique d'évaluation qui était fort bien rédigée, qui a peut-être été mal lue, mais qu'on pourrait peut-être relire une autre fois puis l'actualiser dès la petite enfance jusqu'à l'université? Ça serait drôlement bien. Donc, il faut désapprendre, il faut délire la politique, hein? Délire, okay. La relire, OK. Sébastien. Oui, moi, je serais plus allé dans la relecture. Je trouvais que l'essence était là au départ, mais on l'a perdu un peu en cours de route. J'ai bien aimé le commentaire d'Isabelle. Effectivement, il faut préparer le terreau. On parle d'un changement de culture. On a parlé des parents, des enseignants, mais les élèves aussi font partie de cette culture-là. Alors, il faudra créer un climat de confiance qui soit respectueux, premièrement, dans leur rétroaction, que leur rétroaction soit juste. Il faudra bien les habiliter, mais il faudra bien les préparer à les recevoir aussi. Alors, ça, c'est peut-être un aspect qu'il ne faudra pas négliger. Puis, créer un climat de confiance où tout ça pourra se réaliser. Alors, le vivre ensemble sera important dans ce projet-là, clairement. Oui, tout à fait. Alors, Sébastien, c'est ça le réseau Périscope, hein, vous connaissez de plus en plus. Alors, on s'engage dans ce nouveau projet, ça fait partie de notre activité collective. Ça n'épuisera pas tout ce qu'on peut faire en rétroaction par les pairs, mais ça va le faire de manière la plus systématisée. Ça va être dans ce projet-là. Alors, sur ce, Linda, tu as le mot de la fin. Bien, merci tout le monde de vos riches commentaires, de vos rétroactions aussi. Alors, ça va nous permettre de profiter des échanges de la journée pour poursuivre la réflexion avec les acteurs du terrain. Donc, il y a une rencontre qui est prévue là, prochainement pour faire un autre pas ensemble avec Sébastien puis Thérèse. Mais on va faire aussi appel parce qu'il y a des acteurs engagés dans le projet, il y a des chercheurs, puis sûrement d'autres avec les propos qu'on a entendus. Alors, ce n'est qu'un au revoir sur cette fin de journée. Alors, on peut dire à très bientôt, puis vous allez entendre parler de nous, mais avec vous. Alors, merci. Alors, ça termine ce colloque du réseau Périscope. On est sur notre lancée pour la prochaine année. C'est la 3e année de la 2e phase du réseau Périscope. Et puis, voilà comment nous l'enclenchons. Ça a été un colloque substantiel avec une conversation, j'oserais dire, collective de plus en plus
orchestré. Ouais. Et c'est de l'auto-orchestration de la part de tous les membres. Vous avez été invités sur des panels, vous avez été invités à des présentations en disant oui, il y a ça à côté, etc. Bon, on a construit les uns sur les autres et voilà ce que ça permet de réaliser. Alors, un gros merci pour votre participation. Merci, Georges-Louis. Alors, merci tout le monde. Et puis, on poursuit. Merci Thérèse et les On comités poursuit. organisateurs. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, au revoir. Bonne soirée tout le monde, merci. Merci tout le monde. Une super journée. Tout à fait. Ouais.